On n'est pas très loin de la mer, effectivement. On y était tous les mercredis après-midi et tous les week-ends. La première année, j'ai eu des prix intéressants sur du matos, et la deuxième année, j'avais du matos gratos. Ouais. Mais je pense que c'est une illusion de se dire que tu commences un projet en ayant une idée nette de où est-ce que tu vas aller, par où tu vas passer. Ouais. Ça m'a permis de me confronter à des haters sympas. Vous avez déjà rêvé d'être youtubeur ? Moi oui, Alexis de Chabot lui l'a fait et en plus d'un boulot déjà bien prenant. On parle de sa chaîne qui est en train de devenir le Thalassa de YouTube, de son engagement contre le cancer chez les enfants et de comment il articule sa vie autour de son projet YouTube. Je m'appelle Antoine de Joibert et je vais interroger des gens inspirants qui trouvent l'équilibre entre vie pro et passion. Cet épisode est sponsorisé par personne parce que je fais pas assez de vues et d'écoute pour intéresser les marques. On n'oublie pas de liker, de s'abonner et de partager s'il vous plaît, ça motive un peu quand même. Bisous. La médiocrité commence là où les passions meurent. Bon, Alexis de Chabot, bonsoir. Bonsoir. On est pour la première fois dans un bar, donc il y a un peu de bruit. On remercie le bistrot de la Ferme à Boulogne de m'accueillir. C'est un placement produit ? C'est un partenariat très bien rémunéré. Est-ce que tu as déjà tapé ton nom sur Google déjà ? Je tape pas mon nom sur Google, mais ça m'arrive régulièrement de taper Projet Foilidaire, qui est donc le nom de Ouais, on va y venir. mon projet passion. Ouais. Et d'ailleurs, hier même, un nouvel article est sorti dans la Manche Libre sur un documentaire que j'ai fait à Port-en-Bessin sur la pêche à la coquille Saint-Jacques. Ouais, j'ai pu voir ça et je trouve ça trop cool. On va y revenir bien sûr plus tard. Moi, j'ai l'habitude d'articuler mes épisodes sur d'abord ta vie, ta carrière, un peu savoir qui t'es, présenter un peu le personnage, et après on parle bien sûr de ce qui fait que je t'ai contacté et ce qui fait que t'es actif dans ta passion aujourd'hui. Bon, rapidement, moi, j'ai tapé ton nom sur Google et du coup on sait que on tombe sur ton profil LinkedIn d'abord. T'es Innovation Product Manager chez Hyundai. Ensuite, si on descend un peu plus bas, oui, il y a des gens qui parlent derrière moi, mais on les entendra pas à la post-prod. On tombe sur Projet Foilidaire direct. Au bout de 2-3 liens, et ça c'est top. Au moins t'es relié à ton projet assez vite. Un profil Viadeo, mais ça on s'en fout, ça va pas intéresser grand monde. Et quand même t'as un homonyme. Moi j'aime bien trouver des homonymes sur Google, et c'est un écrivain qui vulgarise la culture générale. C'est vrai. Donc t'as intérêt à être quelqu'un de cultivé. Mon pauvre père est très déçu. D'accord. Bon, du coup l'automobile. Si on commence par ton parcours professionnel, t'as un parcours très orienté automobile. C'est vrai. Qui commence même quand j'étais étudiant, puisque j'ai fait l'ESTACA, l'école supérieure des techniques aéronautiques et construction automobile. Mm-hmm. Et je me suis un peu lancé là-dedans en me disant je vais révolutionner l'automobile. Mm-hmm. Et j'ai jamais révolutionné l'automobile parce que au fur et à mesure de mes différents stages, je me suis aperçu que l'ingénierie automobile c'était des process super longs et que c'était pas pour moi. Et du coup, je suis rentré dans l'automobile, mais par le biais de la communication et du digital. Ok, intéressant. Il y avait une passion pour l'automobile ou c'était vraiment plus une volonté de changer l'industrie, tu t'es dit? Non, pour la moto, ouais. Que j'ai un peu perdu, mais voilà, je continue quand même à rouler en moto sur un gros cube. Et voilà, et du coup, l'automobile et la moto sont quand même deux milieux très très liés. Ouais. Et donc j'ai fait mes stages à la fois dans l'automobile et dans la moto. Et j'ai commencé, mon premier job c'était à la publicité à la moto chez BMW. Ouais, ok. Tu roules avec quoi comme moto actuellement une 990 KTM SMT. Ah ouais, ok. Truc de baroudeur. Pas vraiment. Pas vraiment. Non, un truc de voyageur pressé. Ok. Ok, donc BM, tu m'as répondu. Après, t'es passé chez Nola Roads, une petite agence de communication. Ouais. Enfin, clairement, le lien avec l'ingénierie, il a été très vite perdu. Ouais. D'ailleurs, ça, c'est peut-être un conseil que je peux déjà commencer à donner. Ouais. Si vous sentez que il y a plus de lien, enfin que vous voulez plus de ce lien, faites tout ce que vous pouvez pour partir de là. Et du coup, je me souviens très bien, et je trouvais ça ridicule, avoir dû trafiquer le contenu réel de mon dernier stage de fin d'études pour pouvoir le soutenir et qu'il y ait des liens foireux avec l'automobile alors que c'était de la publicité pure. Mais au moins, chez BMW, ça a été une de mes meilleures expériences pro, cette première expérience. J'ai fait vraiment un truc qui me plaisait pendant 3-4 ans.
Ok, cool. Et après Renault Digital, donc t'es resté dans la com. j'imagine. Ouais, non, là c'était vraiment du web pur. J'étais Ouais. responsable du développement, alors pas tout seul, mais du développement et du déploiement des nouveaux sites Renault et Dacia à l'échelle du monde. Et après quelques temps, le projet, c'était compliqué de continuer à le développer parce qu'il fallait impliquer le réseau, etc. Et puis il y a Hyundai qui crée une cellule innovation. Donc là aujourd'hui on est 2 et on teste. On a les mains libres et sur le périmètre de la France on teste et on déploie des nouvelles solutions innovantes pour l'auto. Donc en fonction de qui écoutera, je sais pas si vous trouverez ça innovant ou pas, mais on a mis en place des services comme de la livraison à domicile de voitures et là on est en train de bosser sur de la vente en ligne de voitures d'occasion. Ah, trop cool. Ok, ouais, donc t'es au cœur de l'innovation. Donc toi, finalement, t'as atteint ton premier objectif qui était de faire un peu bouger les lignes. C'est vrai, mais pas directement sur les produits, mais plus sur les services du coup là. Ouais. Mais c'est bien vu. C'est une manière d'agir. Trop cool. Ok, donc déjà, t'as quel âge? 35 ans. 35 ans. Donc déjà un beau parcours quand même au sein de. Je me fais vieux, ouais. Tu te fais vieux. 35 ans, ça va. Moi, c'est la ligne des 40 qui me fait peur. Ça va bien se passer. Sans insulter les quadras qui nous écoutent. Bon, et du coup, on a vu rapidement ton parcours professionnel. Je vais y revenir, mais j'ai envie de juste revenir à la base parce que ça va être intéressant pour la suite. Tu t'as grandi où? À Lisbonne. À Lisbonne. Ok. Mes parents se sont mariés en France et puis bah tiens, tu pourrais les interroger sur le podcast. Ouais. Ils se sont dit on va quand même pas rentrer dans le moule quoi. Et du coup, mon père s'est dit tiens, je vais aller monter une boîte au Portugal parce que ça venait de rentrer dans l'Europe. Il avait déjà un petit peu des attaches là-bas et par la famille, etc. Et du coup, ils se sont dit on y va 3 ans. Et voilà, pendant 2 ans, ça a été l'enfer. Et ils se sont dit faut qu'on rentre. Et puis d'un autre côté, ils s'étaient dit on restera 3 ans. Et en fait, au bout de 3 ans, il y a plein de trucs qui se sont débloqués. Finalement, on est resté 15 ans. Trop bien. Donc toi, t'as grandi. Ouais, je suis né et j'ai grandi 15 ans au Portugal et après on est rentré. Donc j'ai 4 frères et sœurs. Ouais. Et on est rentré essentiellement grâce ou à cause de nous. Parce que pour le coup, là-bas, on était ni français ni portugais. Et ils sentaient bien qu'il y a un moment, faut quand même s'ancrer à un endroit où, Ouais, ok. où on a ses racines. Et du coup, au bout de 15 ans, ils se sont dit, bah là, c'est la barrière, quoi. Il faut être rentré, l'aîné à 15 ans. Ok, donc tu parles portugais? Ouais. Et Lisbonne, si tu me corriges si je me trompe, mais on n'est pas très loin de la mer? On n'est pas très loin de la mer, effectivement. Et du coup, on y était tous les mercredis après-midi et tous les week-ends. Ok. Donc très proche de la mer. Été comme hiver, mais l'hiver c'était l'été de la France, quoi, ou en tout cas du nord de la France. Et j'ai fait pas mal de surf là-bas. Ok, cool. Ouais. Alors l'eau est froide, mais par contre il y a des super conditions. Exactement. Exactement. T'as vu les Nazaré et compagnie? Et ouais, j'ai pas pratiqué cette vague Ouais, encore, non, mais j'ai pas gardé une accroche très forte au surf. Au surf, ouais. En revanche, j'ai gardé une accroche très très forte à la mer, ouais. Ok, trop cool. Bon, bah au moins ça pose le contexte. Vous l'avez compris, on va parler de mer. D'eau salée. D'eau salée, exactement. Bon, et du coup, je te parlais de Google tout à l'heure. Moi, j'ai essayé de bosser un petit peu avant de te rencontrer. Et quand je me plonge sur ton profil LinkedIn, bon, la vérité, c'est que je le connais depuis longtemps parce que je t'avais déjà contacté il y a 1 an. Tu parles de levée de fonds contre le cancer pour enfants. Et donc là, on va glisser doucement vers ton projet à côté du boulot. C'est ce qui m'intéresse aujourd'hui. Levée de fonds contre le cancer pour enfants via des documentaires sur la mer. Tu veux me parler d'Imagine for Margot tout de suite? Tout à fait. Alors déjà, si on prend un petit pas de recul sur le projet, il a commencé, la première année, j'ai soutenu À Bras Ouverts, qui est une association qui s'occupe d'enfants handicapés. Et en fait, c'est important de le préciser parce que j'ai fait partie, avant de lancer ce projet de levée de fonds, d'À Bras Ouverts pendant une dizaine d'années. J'organisais des week-ends avec des enfants handicapés, donc je faisais déjà ça à côté de mon boulot, sans poster de story sur Instagram sur la question. Et il s'avère que la deuxième année, j'ai des amis qui ont été concernés directement par un enfant qui est tombé malade. Et du coup, bah, comme j'avais ce projet de levée de fonds, et j'ai décidé de soutenir Imagine for Margot parce que c'était en lien avec ses amis.
Et donc Imagine for Margot, c'est une association qui a bientôt 10 ans et qui fait du lobbying, de la communication, de l'événementiel et qui lève des fonds surtout, qui fait tout ça pour lever des fonds. Parce que aujourd'hui, en fait, les enfants sont trop peu concernés par le cancer pour, j'allais dire prétendre à, c'est pas le bon mot, mais pour bénéficier, on va dire, de fonds suffisants pour la recherche. Ouais, dans la recherche, d'accord. Parce qu'il y a besoin d'une recherche spécifique. Et d'un autre côté, il y en a quand même pas mal, parce que j'ai plus vraiment la stat en tête, mais c'est genre un enfant sur 500 est diagnostiqué d'un cancer avant ses 15 ans. Et et donc il y a un besoin, et il s'avère que pour le coup, depuis toujours dans les statuts du projet Foilidaire, il est marqué que c'est une action pour les enfants fragiles ou malades. Je sais plus exactement ce que j'avais écrit. Ok, d'accord. Hyper intéressant. Bon, déjà 1000 questions qui me viennent, mais on va essayer de rester sur dans mon cadre. Quand même. On peut faire un podcast de 3 heures. Hein. Ouais. Y a pas de problème. On pourrait. J'ai pas encore assez d'expérience pour ça, mais donc Imagine for Margot, ça vient d'une expérience personnelle. Entre guillemets, c'est facile. Ouais, Donc ça, je suis ça a aidé à franchir le pas. pas directement, mais effectivement. Un cas que t'as connu, quoi. Exactement. Ok. Bon bah c'est intéressant, c'est quelque chose que je savais pas. Moi je te suis sur YouTube, du coup on va y venir hein, du fait que t'es youtubeur, mais je te suis sur YouTube depuis un certain temps et je savais pas que ça venait de là. T'aurais pu choisir au hasard une assoce parce que j'aime les enfants, voilà. En général, bon je pense que c'est en partie aussi le cas, mais voilà. Ok, donc du coup Imagine for Margot, on va y revenir. Ça a un lien parce qu'en fait ça a créé un projet YouTube. Est-ce que tu peux me dire, avant de parler de tout ça, c'est quoi tes passions aujourd'hui ? En fait, je pense que j'ai 2 passions. Non, j'ai 3 passions et demie, sinon elle va me tuer. Ma première passion, c'est évidemment ma femme. Et en vrai, elle est incroyable parce qu'elle me soutient à fond dans tous ces projets qui me prennent quand même vachement de temps. Enfin, ça m'arrive de partir 4 jours sur un tournage et voilà, si ça se présente au bon moment, c'est jamais un problème. Et ensuite, je mets à peu près, mais c'est un petit peu la vidéo qui est en train de prendre le dessus sur le kite là. Ouais. J'ai vraiment une passion pour raconter des histoires en images, quoi. De toute façon, il faut, parce que si tu veux te lancer sur YouTube et que tu veux faire plus de 3 vidéos, et que il faut être prêt à passer entre 2 et 3 heures par minute de film que tu vas poster, quoi. Ouais. Donc quand tu sors un documentaire de 30 minutes, ça fait quand même un paquet d'heures derrière un ordinateur à faire du montage. Ouais, j'ai vu que tu avais parlé d'une centaine d'heures sur le dernier. Mais après, c'était mon premier documentaire et j'espère que avec l'expérience, je vais gagner un petit peu de temps. Mm-hmm. Mais c'est de toute façon long, et donc tu le fais pas dans la durée si t'es pas passionné par ça. Donc 3 passions et demie. Ouais, donc là on a parlé de la deuxième. Ensuite vient le kite. Clairement, le kitesurf. c'est un sport incroyable, surtout que depuis que je me suis mis au foil. Alors pour ceux qui nous écoutent et qui savent pas ce que c'est que le kite, on va quand même. Merci de préciser. Donc le kitesurf, c'est un sport que vous avez sans doute dû voir si vous êtes allé à la plage un jour où il y avait du vent, où il y a des gens qui sont tirés par des gros cerfs-volants, et puis de temps en temps vous les voyez s'envoyer à 5 voire 10 voire 15 mètres en l'air. Et le foil, c'est un dérivé de ce sport qui consiste à mettre une sorte d'aileron sur sa planche, et avec la vitesse, on a l'impression de voler au-dessus de l'eau, un petit peu comme les bateaux du Vendée Globe. Le Vendée Globe, en général, ça parle, on voit les bateaux qui se soulèvent. Donc c'est le même système. Et je fais un petit peu de promo pour la chose. Le kite foil sera une discipline au JO de 2024. Donc ça va un petit peu montrer le kitesurf au plus grand nombre. Ouais, et d'ailleurs t'en parles sur ton site, je trouve que t'as été assez visionnaire là-dessus. Il y a un moment où je sais plus sur quel onglet de ton site internet, mais tu dis voilà, je me lance dans le foil, j'essaie de partager cette aventure un petit peu avec tout le monde et de ramener des fonds à Imagine for Margot, et puis pourquoi pas un jour participer ou couvrir les Jeux Olympiques, je sais plus, mais en tout cas tu sens que c'est un sport qui va faire partie des Jeux Olympiques. Ouais, alors participer, alors non, mais ça c'est acté. C'est acté. Ah bien sûr, c'est acté. Ouais, en 2024 à Marseille. Ok. J'ai
tous mes potes de compète, alors Ouais. on peut revenir aussi sur cette histoire de compète, On va mais, y revenir. euh, On va y revenir. qui participeront au JO. Ouais. Donc là, le kite rentre dans la cour des grands. Et pourquoi ça a mis autant de temps? Je sais pas si c'est intéressant, mais Bah, ça a mis autant de temps parce que le problème du kite normal, donc sans foil, c'est qu'il y a besoin d'une base minimum de vent qui est relativement élevée Ouais, c'est pour que ce météo soit dépendant. intéressant. C'est ça. Alors que le foil, avec vraiment très peu de vent, et il faut vraiment qu'il y ait des conditions extrêmement rares pour pas pouvoir sortir, on peut lancer une course. Et du coup, ça veut dire que quand il y a un événement qui est organisé, que la télé est là, on est quasiment sûr qu'il va y avoir l'événement qui va se passer. Et je termine du coup Non, pour aller au vas-y. bout de ta question. La demi-passion, c'est celle de la moto. Ouais. Donc comme je t'ai dit, j'ai commencé ma carrière à la moto chez BMW. Et je sais pas vraiment si c'est parce que j'allais dire vieilli, j'ai grandi, ou si et c'est peut-être un peu ça quand même, parce que j'ai passé 5 ans chez BMW. Mhm. Ça s'est pas forcément très bien fini. Encore une fois, les choses sont peut-être pas forcément liées, mais je m'intéresse plus à la moto comme avant. J'ai une motocross chez mes parents, elle a dû tourner une fois l'année dernière, Mhm. alors qu'avant, je m'organisais des vacances où je traversais le Maroc avec des potes Ouais, en hors-piste, et ça m'intéresse moins aujourd'hui, quoi. Ouais, c'est marrant, j'ai exactement la même expérience. J'ai eu un trail pendant plusieurs années et je pense que je sais pas si moi j'ai mis ça sur le dos de mes enfants. la bonne excuse. L'excuse facile. Non, moi c'est juste que c'est passé et puis après on peut pas, pour le coup on peut pas avoir 18 passions et toutes les vivre à fond. Ouais. Et le kite et la vidéo, ça me nourrit largement. Et Ça, et ça entre prend. une session de kite et un tour en moto, je me pose pas 2 secondes la question. Pareil. Trop bien. Ok. Bon bah c'est clair, on a le contexte. Même si j'ai posé mes questions de manière un peu décousue, c'est pas grave. On s'est quitté maintenant. Et alors du coup le kitesurf, tu nous as expliqué ce que c'était. C'est bien, tu devances mes questions comme beaucoup de mes invités. Et du coup YouTube, ça a commencé quand? En fait, YouTube, ça a commencé il y a maintenant 2 ans et demi. Mhm. Alors pour tous ceux qui nous écoutent, moi en 2 ans et demi, j'ai 8200 abonnés. Ouais, j'allais le dire, mais c'est bien. Bah, je sais pas si c'est bien ou c'est pas bien. Je pense que c'est une progression relativement lente quand même. Mais tu l'expliques ça d'ailleurs, assez bien. Hein. Ouais, Le kite, c'est un sport de niche. Exactement. Mais avant ça, ce qui est intéressant, c'est pourquoi est-ce que j'ai commencé à poster des Ouais, vidéos. c'est ça que je veux savoir. Et en fait, donc il y a 2 ans et demi, il y a 3 ans quand j'ai lancé le projet, il y a un truc dont je me suis aperçu c'est que pour qu'un projet comme ça fonctionne, il faut qu'il ait de la visibilité. Et la visibilité, il n'y a pas 50 manières, c'est soit les journaux qui ont une audience, enfin les journaux ou n'importe quel média qui ont une audience établie, soit tu te la crées toi-même. Et en fait, dans les journaux, tu vas avoir un article par-ci par-là, mais c'est extrêmement dur. Et puis c'est des articles écrits par d'autres, tu peux pas dire ce que tu veux, tu peux pas dire. Tu voulais garder les rênes de la communication. Non, en fait, vraiment au début, c'est parti parce que je voulais pouvoir communiquer quand j'avais envie, en fait, et pas être dépendant d'un communiqué de presse qui part et qui est peut-être relayé, et qu'après il y a des questions à te poser, etc. Et puis en fait, j'ai toujours aimé faire de la vidéo. J'ai toujours fait des petits films amateurs, jamais à l'échelle à laquelle c'est maintenant, mais en tout cas, depuis que j'ai 15-16 ans, justement, quand je suis rentré en France, j'ai toujours fait des petits projets vidéo d'une qualité sans doute médiocre, mais en tout cas c'était là, quoi. Et du coup je me suis dit tiens, c'est l'opportunité. Et la deuxième opportunité, c'est que comme j'ai lancé ce projet au travers du kite, parce que je communiquais sur cette levée de fonds, je communique d'ailleurs toujours sur cette levée de fonds maintenant, même si c'est sur d'autres sujets aussi, au travers des compétitions en kite. L'avantage du kite, c'est que c'est un milieu où il y a très très peu de chaînes YouTube. Ouais. Et donc c'est relativement facile de se faire son trou. Ouais, c'est vrai. Il y a un YouTuber qui a eu 20 000 abonnés il y a quelques années. Je sais pas si. Il y en a 2. Il y a 2 chaînes YouTube qui ont passé les 20 000 Ouais. en France, Ouais. sur YouTube français. Mais tu vois, des chaînes actives aujourd'hui. Et moi, je commence à douter du fait que je sois encore une chaîne dans le kite, mais Ouais. parce que je commence vraiment à me diversifier sur la mer. On autre peut en chose, revenir, mais il y en a 3 ou 4, quoi. Ouais. Et donc ça, c'est une opportunité géniale dans le sens où ça intéresse vachement les marques. Et que du coup, dès la première année, j'ai eu des prix intéressants sur du matos, et la deuxième année, j'avais du matos gratos. Ouais.
Et ça, pour le coup, c'est allé vite. On va y venir parce que je pense que ça fait partie du vrai travail entrepreneurial qui est la recherche de sponsors. Enfin, de chercher des moyens de faire vivre ton projet, quoi. Pour lequel je me considère comme très mauvais, donc appel à tous les amis. On va y revenir, bien sûr. Mais du coup, alors, tu m'as expliqué, t'as déjà expliqué ce que c'était le foil. Le foil, tu disais que c'est la raison pour laquelle tu t'es concentré sur le foil. Donc je répète que c'est un aileron qui est sous l'eau, presque qui vous donne la sensation de voler, qui est raccordé à votre planche avec un mât, et donc vous touchez plus la houle en fait. Hein, exactement. Donc on glisse au-dessus de l'eau. C'est pourquoi ça en particulier? En fait, c'était un moment de ma vie où tout s'effondrait un peu. Et quand tout s'effondre, bah, soit tu coules avec, soit tu te dis, je me sors les doigts et je repars. Et je me prouve que je suis pas une merde. Et il y a des moments où t'as besoin de trucs tangibles. Qu'est-ce qui s'effondrait? C'était professionnellement? Non, c'était perso. C'était perso. Okay. J'ai pas trop envie de le déployer, de le développer là, mais on approfondira. Et du coup, bah, tu te dis, bah, comment est-ce que, enfin, moi, je pense qu'il y a que dans l'action, pour le coup, que tu peux construire, ou construire des choses, en tout cas. Et puis voilà, le foil commençait tout juste à se démocratiser. Et je me suis dit, en fait, il y a des mecs qui font des marathons et qui lèvent des fonds. Pourquoi est-ce que moi, je participerais pas, à une compétition en kitefoil et je lève des fonds au passage. Et puis voilà, et du coup, c'est comme ça que je me suis lancé. Je faisais déjà du kite depuis une petite dizaine d'années. Et je me suis dit, bah, dans 6 mois, il y a la prochaine compète de kite. J'ai 6 mois pour apprendre à faire du foil. Et donc, j'ai acheté un foil. Merci Alpine Foil de m'avoir fait une petite réduc sur mon tout premier foil. Et voilà, je me suis entraîné. J'ai pris des vacances exprès où j'ai fait que ça. Et puis, je me suis aligné sur la ligne de départ. C'était à Hendaye en 2019, quelque chose comme ça. Le Pays Basque, donc. Qui est peu réputé pour le kite. Exactement. Et d'ailleurs, ils ont pas réorganisé de compétition là-bas parce que les conditions étaient pourries. Mais en tout cas, c'était un super moment. Et puis, tu vois, j'y connaissais rien à la compétition. J'avais acheté une licence. C'était la première fois de ma vie. Et puis, je me suis pointé en train et je suis arrivé à Hendaye. Je connaissais personne sur le l'Engie Kite Tour, qui est donc la compète en France qui est organisée par Engie. Et puis là, tu discutes avec des mecs qui sont champions mondiaux, etc. Et en fait, ça qui est top, c'est que t'as les amateurs et les pros qui se mélangent. Ouais, c'est des gens accessibles dans le Exactement, kite, ça qui est top. Ok, donc trop bien, on a les bases. Donc on a Alexis qui, il y a quelques années, est dans le milieu de l'automobile, qui est toujours, hein, mais qui aime faire des choses, qui aime la vidéo, une expérience perso, et puis le lien avec le milieu associatif que t'avais déjà te permettre de te dire, bah attends, je peux peut-être faire de la com, je crée une chaîne YouTube autour de mon projet associatif. Et puis je suis passionné de kite, donc autant joindre l'utile à l'agréable. Ouais, c'était exactement ça. Et donc le foil, tu t'inscris à l'Engie Kite Tour, donc tu l'as déjà dit, c'est une compétition qui est organisée par la société Engie. D'ailleurs c'est la seule, non, en France, autour du foil? Non, il y a les autres c'est pas vraiment des circuits. C'est pour ça que j'ai choisi l'Engie Kite Tour. Et en fait, ça qui était sympa, c'est que du coup, d'une étape à l'autre, tu retrouves un peu les mêmes têtes. Et donc la première fois t'arrives, tu connais personne, et puis dès la deuxième fois tu retrouves des têtes, et puis l'ambiance est super sympa. Il y a plusieurs étapes sur la saison, et d'ailleurs il y en a peu dans le nord, tu le soulignes sur ta chaîne. C'est vrai que c'est dommage. Bon, on a peut-être un peu trop de vent, mais d'ailleurs non, c'est faux. Ils ont la tram et Mistral dans le sud. Ok, et donc tout à l'heure c'est hyper intéressant, ça me permet de glisser sur ton compte LinkedIn. Je te disais tout à l'heure, j'ai vu la mention sponsor bienvenue. Donc t'as un vrai travail de recherche de sponsors. Donne-moi des conseils. Ouais, avec plaisir. On en parlera peut-être en off parce que c'est pas moi le centre du podcast là tout de suite. Bah peu importe, il y a peut-être des gens qui veulent monter des projets ou qui ont commencé à monter des projets et qui seront très intéressés d'avoir ton avis. Et je te laisse mener la discussion. Merci de retourner. Alors c'est bien, j'ai l'habitude d'avoir des invités qui mènent l'échange. Ça me met toujours dans l'embarras parce que j'ai plein de questions que j'avais prévues. Et mais c'est pas grave, on n'est pas tenu par le temps. C'est ça qui est bien avec un podcast. On n'est pas sur TikTok ici. Hein. Très cool. Bon, écoute, moi en effet, en tant que formation de commercial, je sais aller chercher des entreprises. Après, dans quel domaine, ça dépend. Il y a toujours tu réapprends toujours ton métier quand tu vends des projets
ou des biens ou des services, et c'est ce qui me plaît d'ailleurs là-dedans. Mais toi, ce qui a attiré mon attention, c'est je vois sponsor bienvenu, alors que t'as quand même une chaîne YouTube qui est reconnue, et puis donc tu crées ta chaîne YouTube, tu commences à faire du contenu, tu commences à être connu dans le milieu du kite, faut le dire, en fait, dans le kitesurf en France. C'est un sport tellement de niche. Ouais, je suis une célébrité mineure en France. Ouais, en fait, que c'est assez marrant. T'es une référence, hein, en fait, c'est marrant parce que quand j'ai créé la chaîne, je me suis dit, il faut que je trouve un moyen de me démarquer, et j'ai acheté une combinaison rouge. Ouais. Donc moi, j'ai une combinaison en néoprène rouge, et c'est vrai que systématiquement, et où que j'aille en France, il y a toujours un mec qui vient discuter avec moi sur une plage, s'il fait du kite. Et donc c'est assez marrant d'être reconnu uniquement sur les plages où il y a des gens qui font du kite, et d'être un anonyme dans la rue, en effet. Et alors, tu dis quelque chose qui me donne envie de répondre sur une question non prévue. C'est, tu vois, j'achète une combinaison rouge, j'avais envie de me démarquer. Est-ce que tout ce projet-là, ça vient d'une volonté de j'aime le contact avec les gens, j'ai envie d'être reconnu pour ce que je fais, ou en tout cas j'ai envie d'être visible, ou est-ce que c'est vraiment faut que je trouve un moyen de mettre mon projet au grand jour, de le révéler au grand jour, et du coup tous les moyens sont bons, quitte à mettre mon image. Est-ce que tu t'en fous du regard des autres, ou est-ce qu'au contraire tu le recherches? Ah, c'est pas incompatible, mais donc oui, je m'en fous du regard des autres. C'est-à-dire que ce qu'ils peuvent penser de moi, et je pense qu'il y a justement beaucoup de gens, et peut-être qui nous écoutent, qui osent pas se lancer dans, j'en sais rien, un truc qu'ils voudraient, mais ils ont peur justement du regard des autres. Donc je pense que c'est important de s'en foutre du regard des autres à partir du moment où ce qu'on fait est positif, quoi. Je te demande ça, je précise juste parce que je pense que c'est important. Sur YouTube, tu te fous à poil quand même. C'est-à-dire que c'est toi. C'est figuré, hein, ce qu'il dit. Moi, sur ma chaîne, non, mais parce que là, je cherche des sponsors, là. Donc non, les gens en général se foutent à poil. Mon compte non plus. Les gens s'exposent. C'est ça qu'il voulait dire. Les gens s'exposent, exactement. Voilà. Non, mais tu mets tes tripes dans un projet. Oui. Bien sûr. Tu prends ta caméra. Mais justement, et en revanche, tu t'apercevras que le contenu qui fonctionne, c'est un contenu que tu fais pas pour toi, tu fais pour les autres. Et donc, certes, tu t'exposes. Mais pourquoi un documentaire fait 130 000 vues? Et tu vois, j'ai mis 3 ans à le comprendre. C'est parce que quand tu fais un documentaire, t'es pas en train de filmer ta gueule. En fait, tu vas voir des gens et tu leur fais partager un métier, une passion. Et je pense que c'est ce qu'apprécie un public. C'est que dans le cas d'un documentaire, en fait, t'es juste un petit maillon d'une chaîne qui retransmet une réalité. Après, j'ai fait pas mal de vlogs en kite qui ont bien marché. Mais le vlog, je précise, c'est le fait de se filmer. De raconter sa session, sa journée, un truc qui s'est passé, etc. Mais sauf que si t'es quand même obligé de raconter ta vie. Mais en plus, c'est pas ta vie, parce que c'est sous l'axe du kite, donc tu racontes des sessions de kite, c'est pas non plus des moments privés, tu vois. Mais d'une manière qui intéresse les gens. Et donc, pour que ça intéresse les gens, pour moi, ça peut pas vraiment parler de toi. Ouais. Ok. Alors, c'est intéressant. Alexis me met une petite piqûre de rappel parce que je l'ai contacté il y a 1 an pour parler. Moi, j'avais un projet de chaîne YouTube. En tout cas, j'avais cette volonté, et voilà, j'avais pas franchi le pas d'ailleurs. Et c'est une autre expérience dont je parlerai peut-être plus tard, qui est hyper intéressante. Mais il m'avait dit à l'époque, là, ton projet il est bien, mais tu parles que de toi. Ça va peut-être pas attirer. En tout cas, c'est vraiment une conviction forte que j'ai. C'est que communiquer sur les réseaux sociaux, faut que ce soit un acte de générosité, parce que sinon tout le monde s'en fout en fait de ton selfie. Je partage pas ton avis, mais par contre je pense que l'idée est noble, et en tout cas c'est mieux de le faire dans ce sens-là. Je pense malheureusement qu'il y a plein de gens qui cartonnent sur les réseaux en parlant que de leur gueule et de leur vie, et le voyeurisme est tellement fort aujourd'hui. Ils doivent être suffisamment divertissants. Mais voilà. Mais donc du coup oui, ok. Du coup, ils produisent un contenu narcissique. Mais en tout cas, je trouve que le mode de fonctionnement, la méthode, la manière de le faire est bien mieux, en tout cas, et c'est plus durable en effet si tu le fais pour une raison, pour transmettre un message, pour parler de quelqu'un, ou de quelque chose qui va enrichir les autres. Et c'est sûr que si tu parles que de ta gueule, au bout d'un moment... En tout cas, moi, c'est ça qui m'intéresse, et je pense que les gens ont vite fait le tour de ma vie perso, alors que explorer le monde marin, c'est sans fin, quoi. Ouais, ça on va y venir, mais ça c'est clair. Je partage carrément ton avis. Bon, par contre, moi je pense que toute personne qui s'expose comme tu le fais, et qui
qui démarre un tel projet, parce que c'est un gros projet en fait YouTube, même moi les podcasts, je me suis rendu compte, il y a beaucoup de travail derrière qu'on voit pas. C'est un vrai travail d'entrepreneur. Et donc la partie sponsor, moi elle me passionne parce qu'en effet t'as décroché un sponsor avec une grande marque du kite qui s'appelle Duotone. Enfin je sais pas si c'est un sponsor, c'est un partenariat. Non, je sais pas, c'est quoi la différence? Bah alors pour moi un sponsor, tu vas me corriger hein, mais parce que c'était une question pour toi au départ. L'enfoiré qui retourne toutes les questions. Non, c'est pour moi un sponsor, c'est quelqu'un qui va financer ton projet par exemple, ou qui va t'aider, qui va t'accompagner dans un projet, soit en le finançant, soit en te donnant de la visibilité, etc. Un partenaire, ça peut être quelqu'un qui non, bah en fait, je pense que c'est la même chose dans ma tête, tu vois. Non, bah après peut-être que tu mets peut-être ça sur une histoire de curseur, mais oui, aujourd'hui Duotone, merci à eux et Julien, si tu m'écoutes, 2022 là, faut me répondre maintenant. Je ferai en sorte. Si, ils ont participé financièrement à la levée de fonds, donc je considère que ouais, c'est des vrais sponsors. C'est un vrai partenaire et donc sponsor. Et donc alors Duotone, que pour le coup, la première année, c'était plutôt des partenariats parce que j'avais des réductions intéressantes sur le matos. En deuxième et troisième année, ils se sont vraiment investis. Exactement. Ouais. Et juste pour préciser pour ceux qui nous écoutent et qui sont pas familiers avec le milieu du kitesurf, Duotone c'est l'une des plus grosses marques qui fait partie d'un groupe qui s'appelle Boards and More. Exactement. Et c'est une des plus grosses marques de kitesurf, celle qui est la plus vendue dans le monde, je pense. Ouais, on doit pas être très loin. En tout cas, dans le top 3, quoi. Et c'est une marque qui cartonne, notamment pour sa fiabilité en termes de longévité. J'ai entendu dire ça. Mais voilà. Et du coup, c'est le sponsor que t'as trouvé. C'est des gens qui t'accompagnent aujourd'hui sur ton projet YouTube. Et j'espère demain. Et t'espères demain. On rappellera le message et on taguera les personnes concernées sur les réseaux. Et du coup, quand tu vas chercher un sponsor comme ça, moi ça m'intéresse. Est-ce qu'il faut arriver avec une communauté ou est-ce que tu peux y aller au culot, arriver avec un projet et si t'es suffisamment bon vendeur, les mecs y vont? C'est une très bonne question. Moi, je pense que justement, si t'arrives avec rien, je vois pas comment tu peux gagner. Ouais. Mais arriver avec quelque chose, c'est pas forcément une communauté, ça peut être une idée. Je vois par exemple un type qui est une star du freestyle en kitefoil. Ouais. Mais qui passe tellement de temps à s'entraîner assez, il a pas le temps de gérer sa communication. Mais en fait, les marques s'en foutent parce que, en fait, je pense que limite, il leur envoie ses rushs de session et ils se débrouillent avec. Ouais. Donc, il apporte une compétence. Moi, dans mon cas, mes compétences en kitefoil, elles sont toujours d'un niveau amateur plus. Donc, c'est pas franchement ce que j'ai apporté sur la table. En revanche, effectivement, moi, j'ai capitalisé sur le fait que j'apportais une visibilité, mais pas seulement. J'apporte également, et c'est pour ça que c'était important tout à l'heure là, quand tu m'as dit sur YouTube tu te fous à poil, j'apporte aussi une ligne éditoriale où une marque va pouvoir se dire tiens, on s'associe avec un mec, il est sympa et surtout il va pas dégrader notre image de marque. Alors petite pause dans la discussion, 1000 excuses, le micro a coupé à ce moment-là. On a eu un petit problème technique. Heureusement, on s'en est rendu compte très vite. Donc, on a loupé que 3 minutes de discussion, je vous rassure. Là, le propos que termine à ce moment-là Alexis, c'est bien sûr sur l'image qu'il peut donner aux marques et comment il vend son projet auprès des marques. On a compris qu'il cherchait à renvoyer une image positive des marques et que c'est ça qui les intéressait. Maintenant, on va enchaîner sur le sujet qui était vraiment le sujet suivant, qui est sa ligne éditoriale. Donc, je vous laisse continuer. Après cette petite pause. Merci Alexis en tout cas de ta compréhension sur ce coup-là. Et donc je te posais une question qui reste intéressante à mes yeux. C'est ta ligne éditoriale. J'ai l'impression que tu t'es cherché quelques années. On parle d'abord de kite, puis plus spécifiquement de foil, puis on arrive plus généralement sur du documentaire marin. T'as oublié 2 passages. Et du coup, je te laisse préciser. Me dire en fait, donc déjà non, non ou oui, je sais pas. Je pense que tout le monde se cherche, mais je pense que c'est une illusion de se dire que tu commences un projet en ayant une idée nette de où est-ce que tu vas aller, par où tu vas passer. Ça c'est faux et on en parlait avant de notre entretien. C'est exactement mon cas actuellement. Faut essayer quoi. Enfin, faut essayer des trucs. Et ce qui est génial avec Internet,
c'est qu'il y a surtout sur YouTube la section commentaires Ouais. qui te permet d'avoir un retour sur est-ce que les gens aiment ou est-ce que les gens aiment pas. Donc encore une fois, si on veut faire poster des vidéos sur YouTube juste pour les partager avec des potes, ça a aucune importance, mais à partir du moment où on veut le faire de manière un peu structurée, tu le fais pour une audience et du coup faut lui donner ce qui lui plaît, sinon ça sert à rien. Et en fait, donc ce qui s'est passé, c'est que je décorrélerai pas le kite et le kitefoil. Pour moi, ça a toujours un peu vécu ensemble. Et puis je documentais donc mes compètes de kite. Au départ, je t'ai même découvert avec Duophone. Ouais, tu vois, bon, au début, alors. L'info sur le kite. Ouais, j'ai fait, c'est vrai, il y a eu un moment, il y a eu un peu de l'info sur le kite. Alors ça, j'ai arrêté. Parce que l'intérêt du YouTube, pour moi, c'est de faire du contenu qui sera toujours valable dans quelques années. Quand tu fais de l'info, quand le mois est passé, elle très est. éphémère. Ouais, voilà. Ouais. Et donc, comme c'est beaucoup de boulot, tu le fais pas pour que ça, c'est une durée de vie d'une semaine. Et, il y a des vidéos qui ont pas mal marché qui étaient les tutos, parce que les tutos t'apportent vachement de valeur à une audience, donc tu les intéresses. Donc là, je suis allé chercher justement les champions qu'on verra sans doute au JO. Et en fait, au bout d'un moment, il se passe deux trucs. C'est que t'as un peu l'impression d'avoir fait le tour de ce que t'avais à raconter sur le sujet. Et donc un énième vlog de compétition où il va se passer un truc un peu différent, toi ça t'intéresse plus trop. Et si toi ça t'intéresse plus trop, tu te demandes un peu comment est-ce que ça va intéresser les autres. Mm-hmm. L'autre truc qui se passe, c'est que tu commences à faire le bilan des heures que tu passes, et tu te dis il y a quand même moyen de faire plus de vues que 2000 par vidéo. Mm-hmm. Et encore une fois, 2000 par vidéo pour une vidéo de kite, c'est très bien. Ça veut dire que tu as touché une grande partie du monde du kite, quoi. C'est une valeur qui est bonne. Si la vidéo avait fait 50 vues, ça aurait été un échec. Et la deuxième chose, c'est que t'es quand même, je sais pas, t'as envie de faire grossir le truc, t'as envie de faire grossir ton projet. Et encore une fois, c'est pas pour être vu par plus de monde, mais c'est juste, voilà, il y a un côté marrant, quoi. Et en fait, du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait un premier test avant de passer sur les documentaires sur la wing. Ouais, t'en parles d'ailleurs dans une vidéo résumée de 2021. Ouais. Et donc la wing, on va faire simple là parce qu'on a déjà expliqué ce que c'est avec le kite, c'est un mélange entre la planche à voile et le kite qui intéresse beaucoup plus de monde, je sais pas pourquoi, de manière générale. Moi, je crois beaucoup à une tendance ponctuelle sur la wing, non ? Je sais pas, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que ça intéresse plus de monde. Ouais. Et du coup, tu te dis, est-ce que ma chaîne elle grandit pas parce que elle intéresse pas assez de gens, ou c'est juste que c'est mon sujet qui plafonne? Et donc là, j'ai essayé, et les vidéos, au lieu de faire 2000 vues comme d'habitude, elles ont fait 20 000. Ouais. Donc là, tu te dis, c'est marrant, avec le même effort, Ouais. je peux toucher 10 fois plus de gens. Ouais. Et c'est ça qui est incroyable avec Internet, c'est que à effort équivalent, 10 fois plus de gens. Donc j'ai refait 2-3 vidéos de wing, mais comme je disais au début, la wing en soi, ça m'intéresse pas. Enfin, j'étais très content de découvrir, les vidéos, je les ai fait avec beaucoup d'intérêt, mais je me vois pas avoir une chaîne de wing sur les 5 prochaines années. C'est pas ta passion, quoi. Exactement. Et en revanche, je me suis dit, je vais continuer l'expérience. Et qu'est-ce qui cartonne en ce moment sur YouTube? La van life. Ouais. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai loué un van et j'ai passé une semaine de vacances où j'ai eu la très bonne idée de m'entailler le pied, 3 points de suture avec mon foil dès le premier jour. Du coup, j'avais que ça à faire pendant 7 jours que de faire de la vidéo. Ouais. Et donc là, j'ai sorti 11 vidéos et il y en a un paquet qui ont fait entre 50 000 et il y en a une qui va passer les 100 000 là. Et donc là, même conclusion, même effort, x 100 ou x 50. Et en revanche, je suis pas du tout vanlifer et j'ai aucune envie de faire semblant ou de faire juste enfin voilà. Tu vas être honnête dans le contenu que tu proposes. Et puis au-delà de l'honnêteté, encore une fois, si ça te passionne pas vraiment, tu dures pas. Et en revanche, la marche suivante, c'est Thalassa a fait l'étude de marché pour tout le monde et était capable de rassembler des millions de spectateurs toutes les semaines. Et Georges Pernou, dont c'était l'anniversaire de la mort hier, a laissé, c'est la définition Wikipédia, orpheline, une émission qui peine à se renouveler. Ah ouais, alors là tu touches un truc moi qui me passionne aussi, mais bon, je sais pas si t'avais fini de répondre. Non, vas-y réponds. Du coup, je fais juste la conclusion. Gueule, Et en fait, la conclusion, c'est que du coup, j'ai demandé à un pote des compètes de kite
si on pouvait faire une vidéo ensemble sur les remorqueurs du port du Havre. Ouais. J'ai passé 24 heures sur un remorqueur. Et là, j'ai donc le documentaire qui a fait 130 000 vues Ouais. en un mois ou deux. Et les 100 000 vues, ils ont été passés en 30 jours. Ouais. Avec une chaîne de 8 000 abonnés. Ouais. Et sans aucun achat média. Et donc là, tu te dis, ah bah en fait, le nombre d'abonnés, on s'en fout. Et là, il y a clairement un fort intérêt du public. Et donc, il faut que je continue là-dedans à fond. Parce que là, tout s'aligne super bien, quoi. Tu fais une communication généralisée. Et le problème de la levée de fonds jusque-là, c'est qu'elle a été à 80% soutenue par des abonnés de la chaîne, que je remercie infiniment. Ouais. En revanche, ce serait bien qu'on commence à faire avancer vraiment l'impact. Et pour ça, il faut aller chercher des montants plus élevés que 6-7 000 euros par an, qui encore, une fois, c'est extraordinaire et je minore pas du tout la générosité des abonnés. Ouais. Mais je sais que des boîtes, pour avoir bossé pas mal de temps dans des boîtes, peuvent faire des chèques à 5 chiffres. Quoi. Ouais, bien sûr. Ok. Donc là, c'est l'objectif. Ok, là, t'as dit plein de choses intéressantes. Si je sors un peu de mes rails, donc en fait, Donc c'est pas que j'étais perdu sur ma ligne éditoriale, c'est que à chaque moment, et tu l'as dit, tu vois, c'était assez annualisé. Tu fais ton bilan de l'année, tu dis maintenant où est-ce que j'ai envie d'aller. ouais. Et donc Et elle tu t'adaptes. suit. En fait, tu me dis si je me trompe, mais ta ligne éditoriale, elle suit finalement là où ça marche et là où ça marche pas. Ce que je veux dire, c'est que si tu te rends compte que tu fais que 2000 vues pour le travail que tu produis, tu te dis bah en fait c'est bien, je kiffe enfin j'adore le kite, ça me passionne, mais C'est pas ça que tu recherches, quoi. C'est un alignement entre il faut jongler entre ce qu'attend une audience et ce qui te fait plaisir à toi. Ouais. Et Mais t'as envie de toucher une large audience, quoi. C'est ça que je veux dire. bah, je pense qu'en vrai T'aurais pu te dire je m'en fous, mon truc c'est le kite, j'ai envie de rester dans mon petit truc à moi. Tout à fait. Et j'ai Et- ma petite famille d'abonnés. et surtout il faut le faire si c'est ça ton but. Ouais. Mais comme je te disais, moi je commence un peu à m'essouffler sur les idées. Ouais. Et là, je me suis fait une liste de tous les sujets que je peux faire sur des documentaires génériques Marins. sur la mer. J'ai de quoi tenir pendant 10 ans, quoi. Ouais, Enfin, je pense même 3 générations, Ouais. vu qu'on a découvert que 5% de l'océan donc aujourd'hui. c'est plus de ce point de vue-là que je le vois. Ouais. Et en vrai, les stats, c'est rigolo au début. Quand t'as ta première vidéo qui passe les 100 000, t'es content. Ouais. Et le lendemain, tu te réveilles, tu t'aperçois que rien n'a changé dans Ouais. ta vie. Et du coup, tu te dis, faut que j'en fasse une deuxième. Et tu restes pas là à regarder ton compteur, quoi. Ok. Ok, bah bon enseignement. Ça, c'est hyper intéressant Mais- s'il y a des gens qui veulent se lancer sur les réseaux sociaux, parce que j'ai élargi. Et je pense que c'est une chance d'ailleurs que la chaîne ait grandi plutôt doucement. Ouais. Euh, Ouais, tu te C'est prends que pas je la pense que- claque médiatique. ouais, ouais. si tu postes ta première vidéo et qu'elle fait 100 000 vues, ce qui est tout à fait possible si t'as Ouais. vraiment un coup de chance et que tu mets la pure vignette et que ton contenu est parfait, tu vas te dire c'est ça la norme, quoi. Et en fait, et du coup, bah, galérer pendant 3 ans, et je galère encore d'ailleurs, Mhm. ça te remet tranquillement à ta place, quoi. Ouais, ouais. Et du coup, ouais, bah, trop bien. Mais donc, tu vises quand même une croissance. C'est-à-dire que moi, ce qui m'intéressait aussi, c'est de savoir ça. C'est, t'as des objectifs bien précis dans la tête. En tout cas, tu te dis, j'aimerais bien que ma chaîne grandisse et le projet global avec. Et donc, tu feras ce qu'il faut pour toucher une audience le plus large possible. En fait, c'est ça la logique, parce que je me dis, il y a que en ayant une audience plus large que ça va être plus facile d'aller chercher des entreprises Ouais. qui viendront sponsoriser ces vidéos et dont une grosse partie du budget de production sera reversée à la cause que je soutiens au moment donné. Et Donc tu cette pourras année, en c'est vivre aussi. Est-ce que c'est un but, ça? Oui. Très bien. Tu Oui, veux oui. élargir ou non? Un oui suffit. Bah moi. si, franchement, c'est juste, C'est juste ce que le tu rêve. faire. Parce que moi, on me dit souvent, ouais, faut faire gaffe, une passion. Le premier épisode de mon podcast, quelqu'un me disait quelque chose d'assez pertinent. Damien Morin me disait, bah, moi, je considère qu'une passion, ça te coûte de l'argent. Et puis, faut que ça reste une passion. Si ça devient ton métier, ça peut éteindre la flamme. Est-ce que Bah, c'est ce que je te t'as- disais t'as avec peur la de ça moto, avec le fait d'avoir bossé dedans, ça avait peut-être un peu éteint la flamme. Ouais. Peut-être. Mais t'as envie de tenter. Déjà. Ouais. Franchement, déjà, tant Mais que je t'as pas comprends. tenté, tu sauras pas. Au pire, tu reviens à ta vie d'avant. Et puis, Moi, je tu t'encourage à le faire à fond. et ensuite, bah, je sais pas si.
enfin, si on rêve, quoi, c'est quoi ton job? Je poste des vidéos sur YouTube et je lève des fonds pour une asso qui me tient à cœur. C'est quand même. Ouais, c'est top. Enfin, C'est top. Et si t'arrives à t'en tirer en tout cas un salaire qui te permet de vivre ou de faire vivre ta famille, c'est top. Là, Exactement. t'as tout nickel. Du coup, tu fais tout seul ouais, je fais tout seul. aujourd'hui. Donc, si je récapitule, t'as la préparation de tes documentaires, le tournage qui prend plusieurs jours, tu l'as dit. Ouais, plutôt compte 2 jours à chaque fois, ouais. 2 jours, la post-production qui a un boulot, je le sais maintenant et je le sais depuis un certain temps, mais maintenant que je mets les mains dedans et encore, moi j'ai pas la vidéo. Bon, je l'ai fait moi j'ai ma petite chaîne YouTube aussi où je mets des vidéos de kite, mais je le fais pour moi quoi et pour des potes. C'est un boulot monstre le montage vidéo. En fait, c'est long. un vrai boulot. C'est long, mais C'est un métier. Hein. bah ouais, bah c'est pour ça qu'il y a des gens dont c'est le métier, mais c'est ça qui est passionnant aussi, c'est d'avoir une totale maîtrise en fait. Et tu vois, c'est là où c'est intéressant de raccrocher ça au boulot, parce que c'est quand même le but du podcast. Ouais. C'est que c'est aussi un peu un exutoire, quoi. C'est que parfois il faut arrêter de se mentir. Sur LinkedIn, tout le monde a l'air d'avoir une vie de rêve au taf. Je pense qu'il y a une bonne pelletée de menteurs ou alors d'énormes chanceux où il y a que ceux pour qui ça va super bien mais voilà, la vie en entreprise parfois elle est compliquée, parfois il faut s'accorder avec des gens, etc. Et en fait c'est des phases, quoi. Il y a aussi des moments où ça se passe super bien au boulot, mais dans les phases où c'est plus aride, bah t'as ce truc là que tu fais avancer, et le fait de le faire tout seul, ouais, c'est beaucoup de boulot, mais c'est aussi une maîtrise totale sur la chaîne. Et le fait d'avoir cette maîtrise totale sur la chaîne fait que tu te sens libre, quoi. Si tu veux mettre telle image, si tu veux dire tel truc, si tu veux mettre cette chanson là, il y a personne qui se met derrière en disant non, c'est pas possible parce que pour des conneries, quoi. Ouais. Donc, c'est une réflexion d'entrepreneur. C'est intéressant. Et est-ce qu'il y a des moments où tu as eu envie de baisser les bras, d'arrêter? ouais. Ah ouais, et je l'ai fait en fait. Je me suis arrêté. Ouais. Une semaine et puis après je suis reparti. J'allais dire, moi je l'ai pas vu ça. J'ai pas vu la pause. En fait c'est un peu ça qui se passe, quoi. En général c'est arrivé soit parce que je me lassais, soit parce que je me mettais trop de pression. Et je pense que ça c'est vraiment un enseignement aussi, c'est de se dire ça sert à rien de se mettre une pression de dingue, surtout sur un projet annexe où finalement, tu vois, la première année je m'étais dit, et j'y suis arrivé, c'est super, mais je suis même pas sûr d'être arrivé. J'étais peut-être un peu en dessous. Je m'étais dit, il faut avoir reversé 5 000 euros, sinon le projet il a foiré. Ouais. En fait, bah, même si la première année tu lèves 1 000 euros, déjà c'est très bien. Et ensuite t'as appris plein de trucs. Dire, j'ai foiré, et ensuite il te reste 18 000 ans, quoi. Mais j'avais l'impression qu'il fallait que le projet il réussisse avec un point final dès la première année. En fait, c'était débile, tu vois. Mais c'est normal d'être ambitieux aussi. Enfin, c'était pas de l'ambition, c'était juste un objectif. Ouais, un problème d'objectif mal calibré. D'accord. Ok. Je saute mes questions et après j'y reviens. Ouais, mais c'est intéressant parce que tu vois, je m'étais noté exactement comme question. L'argent n'est pas la motivation. La fame, le fait d'être reconnu. Enfin, si, j'imagine qu'on a toujours envie d'être reconnu pour son travail, mais en tout cas, tu recherches pas à être connu en France, dans la France entière. Non, et tu vois, sur les documentaires là, je m'aperçois que moins on me voit et plus je filme les autres et mieux je me porte, en fait. Ouais, ok. Donc ouais, non. Ok. Donc et donc là, ce qui découle de tout ça, c'est ton rêve de carrière aujourd'hui, ce serait de pouvoir vivre de YouTube. Je sais pas si c'est quelque chose qu'on peut dire sur un podcast, assumer au boulot. Si écoute, je vais le mettre sur LinkedIn. Donc ouais, mais en fait, ça me dérange pas. Je veux dire, l'important quand même là-dedans, c'est de pas oublier que son premier employeur, c'est son employeur, justement. Ouais. Et donc là, il y a un dosage à faire. Et déjà, donc dans ma boîte, ils savent tous que je mène ce projet. Ouais, bien sûr, ouais. D'ailleurs, on peut en parler de ça aussi. On va vraiment faire un podcast de 18 heures, mais ouais, mais je m'en fous. C'est intéressant. J'ai négocié des jours sans solde pour ce projet. Ok. Et 2 fois, on m'a demandé on m'a expliqué que c'était compliqué, etc. Et en fait, la boîte te teste, quoi, pour savoir si c'est vraiment important pour toi, et j'ai pas lâché. Mais donc oui, la boîte est au courant. Et d'ailleurs, merci à eux, ils ont aménagé un peu mon emploi du temps en fonction. Et la deuxième chose, qu'est-ce qu'on disait ? Ah oui, et l'employeur.
il faut pas que ce projet annexe te crève te bouffe toute ton énergie et te déconcentre trop au point de plus être efficace dans ton boulot. Ouais. Un employeur peut t'aménager ton emploi du temps. Et moi, j'ai vu un super enseignement là-dedans, c'est que il vaut mieux assumer. Moi, je l'ai vécu aussi avec des collègues qui ont monté leur boîte en parallèle. Il y en a certains qui le faisaient sous le manteau. C'était hyper compliqué, hyper dur, personnellement, émotionnellement, mentalement. Enfin bref, t'as compris. Et tout le monde a compris. Alors que moi, j'en ai connu un qui a assumé à fond. Et notre ancien patron, on était 2 commerciaux. Lui, il montait sa boîte à côté. Il le disait, je monte ma boîte à côté. Notre ancien boss, qui est un des meilleurs boss que j'ai eu, disait, je m'en fous, moi, ton emploi du temps. Fait, quoi. Tant que tes objectifs sont atteints et que t'es là dans le projet, fais ce que tu veux. Et le gars a monté une super boîte aujourd'hui. Mais en fait, je pense que c'est ça qu'il faut pas sous-estimer, c'est que la plupart des gens ont un temps de ouf à côté, des heures et des heures et des heures. Et parfois, tu vois, j'ai pas d'enfant aujourd'hui. N'importe quel directeur marketing qui a 3 gamins à gérer quand il rentre du boulot. Je pense que ça me laisse le temps, moi, d'enquiller un paquet de films, tu vois. Ouais. Donc, je pense que ça, c'est vraiment pas un problème. C'est juste à soi d'être responsable et d'aménager son temps pour être dispo pour son taf quand il faut le faire, et que ça vienne pas empiéter, quoi. Ouais. Ok. Trop bien. Bah, je suis assez d'accord avec ça. De toute façon, enfin voilà, je communique sur le projet sur LinkedIn, etc. Tu peux pas faire ça et te planquer, quoi. Oui, c'est ça. Ça devient compliqué. Donc aujourd'hui, t'assumes une position que je trouve géniale, qui est de faire un peu un Thalassa. D'ailleurs, t'as dit que ça s'était arrêté avec, j'ai oublié son... Georges Pernaut. Avec Georges Pernaut, merci. Mais en fait, ça a continué un temps, Thalassa. Mais je pense que ça continue encore aujourd'hui. Oui, avec une présentatrice, j'ai oublié son prénom. Mais j'aimerais bien que les gens du podcast me disent s'ils ont vu un épisode, je sais pas. Moi non plus, et j'adorais regarder. Moi, je le regardais sur YouTube, du coup. Et c'est là où je trouve l'idée formidable, c'est que je pense qu'aujourd'hui, toutes ces émissions-là, je te donne un élément de comparaison, Top Gear pour les voitures. Aujourd'hui, c'est devenu, comment ils s'appellent les deux? Villebrequin. Je sais pas si t'as vu sur YouTube. Exactement. Et je pense que tout ce contenu télévisuel glisse sur Internet, ce qui est normal. C'est la tendance. Il y a Twitch, il y a YouTube. Et je trouve que Thalassa, en effet, moi, j'ai cherché et j'ai suivi des mecs qui parlaient de la mer. Mais maintenant, il y a plusieurs années, ils ont dû s'arrêter, glisser vers d'autres projets. Et pourtant, c'est un sujet qui est ultra important aujourd'hui, ultra intéressant, parce que bref, je digresse, mais ça concerne l'industrie, l'écologie, etc. L'axe que tu veux prendre, donc c'est la mer en général. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui te motivent? Parce qu'avant, c'était plus le sport nautique. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as envie d'axer ta ligne éditoriale sur un thème ou sur plusieurs thèmes? J'allais te poser une question sur l'écologie après. Alors, je cherche pas du tout à piéger les gens que j'interroge là-dessus. Tu peux essayer, tu n'y arriveras pas. Non, parce que moi, je suis loin d'être un exemple. Par contre, j'en parlais avec Mathieu Perrault que j'ai interviewé la semaine dernière. Et c'est vrai que moi, tu vois, j'ai cette prise de conscience depuis quelques années, mais sans vraiment agir, et comme beaucoup de gens. Par contre, le fait d'avoir des enfants, ça te fait te dire, bon, va falloir que je les regarde droit dans les yeux un jour et que j'assume d'avoir fait quelque chose ou pas. Est-ce que t'as envie de parler de ça, ou vraiment c'est pas aujourd'hui du tout, et t'as le droit d'être intéressé par l'écologie et de pas avoir envie d'en parler pour l'instant? Est-ce que il y a d'autres sujets en tout cas que la mer en général, où t'as envie de préciser ta ligne éditoriale? Alors, il faut de toute façon qu'il y ait un rapport avec la mer. Ouais. Mais bon, l'écologie et la mer, c'est pas du tout indissociable. Ouais. Non, bah non. C'est vrai que dans les 2 derniers documentaires, je suis monté sur des bateaux qui consommaient des milliers de litres de gasoil par jour. Donc dire il faut arrêter les conneries, c'est difficile. Non, surtout qu'on sait que il n'y a pas de solution. C'est facile. Disons que faire un remorqueur à pédale, je pense que ça va être un peu compliqué. Et donc en fait, effectivement, c'est une très bonne remarque que tu dis. L'écologie, je trouve que c'est un sujet très difficile, parce qu'à partir du moment où tu commences à prendre des positions, en fait après tu peux plus rien faire. Et donc évidemment, il faut pas faire n'importe quoi. Mais d'un autre côté, et évidemment que ça m'intéressera de faire des documentaires sur des gens qui ont des revendications fortes sur la chose. En revanche, le problème, c'est que si tu dis, il y a l'exemple dans le milieu du kite d'ailleurs, de quelqu'un qui dit oui, on veut montrer que
on va dire que je suis en train de bitcher, c'est pas bien, mais on veut montrer que la fonte des glaciers, c'est un scandale. Ouais. Mais derrière, on prend 3 avions pour aller filmer les trucs et on revient une semaine plus tard. J'ai vu ça sur une athlète de kite aussi qui fait sa vidéo de promo. C'est cette année, j'ai fait 80 pays, j'ai pris 41 vols. Et j'étais là, ouais, les gars, 2022, je sais pas s'il faut communiquer de cette manière-là. Et parce que forcément, c'est un sport météo dépendant, donc les athlètes de haut niveau de ce sport voyagent beaucoup. Faut le dire, ils ont pas vraiment le choix si tu veux suivre le circuit, tu veux faire la compétition à Cape Town, mondial. Tout ça pour dire que en fait, prendre un avion aujourd'hui, c'est autorisé par la loi. Ouais. Et donc, si quelqu'un a envie de prendre un avion, qu'il le fasse, j'espère de la manière la plus responsable possible. Ouais. Mais c'est juste que le problème, c'est quand tu te mets à te dire, il faut vraiment rien lâcher sur l'écologie, et c'est vraiment indispensable qu'il y ait des gens qui le fassent. Derrière, c'est compliqué de faire quoi que ce soit. Et puis, enfin, dans ce cas-là, il faut ouvrir le capot de qu'est-ce que ça coûte le streaming sur YouTube. Ouais, bien sûr. Et c'est sans fin, quoi. Donc. Non, mais ça me semblait intéressant de poser la question quand même parce que la mer est un sujet récurrent dans le milieu de l'écologie, parce que forcément, c'est un des éléments naturels impactés par l'homme. En tout cas, c'est ce qui est le plus visible. Et du coup, je pense que tu seras confronté à ça, forcément, à ces sujets-là, à un moment dans tes documentaires. Du coup, très chaud pour aller me rencontrer des gens qui ont ces combats-là. Ouais. Et ben j'ai une bonne. Très bien. Je sais pas si la société du navigateur Yves Parlier, Beyond the Sea. Et il y a une autre R6 du groupe Airbus qui font des ailes de kite pour faire économiser l'énergie consommée par les porte-conteneurs. Ces mecs-là, je pense que si tu peux aller les voir... Là, il y a des super docus à faire, c'est sûr. Ah quoi. ouais, là, je pense que tu peux t'éclater, ouais. Et ça, c'est des projets, moi, qui me font rêver. Ça me redonne foi un peu sur l'innovation et les solutions qu'on va trouver grâce à ces gens-là. S'ils nous écoutent, je ferai en sorte d'essayer d'amener le message jusqu'à eux, mais invitez Alexis dans vos entreprises. T'as déjà des prochains épisodes dans les tuyaux là ? Ouais, mais je préfère pas en parler, pas parce que je garde le secret, mais c'est parce que c'est pas fait. Pas encore fait. Mais ouais. si, en fait, je peux dire de manière générale, il faut pas juste que je dise pas avec qui pour qu'ils soient pas obligés. Mais théoriquement, le suivant c'est sur un ultime. Ouais. Donc trop les bien. trimarans volants. Ouais. Et qui coûte très 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 cher. J'ai appris ça la semaine dernière. J'ai interviewé quelqu'un qui est navigateur et du coup, à l'ultime, c'est vraiment le bateau le plus cher. Ouais. C'est des super projets. Et ensuite, voilà, j'ai un backlog, des contacts. Tu vois, le Port-en-Bessin, on est allé à la Coquille Saint-Jacques. L'idée, c'est d'y retourner cet été à la pêche aux poissons. Ouais. Donc bon, t'as des projets en tête. Et en fait, d'ailleurs, c'est marrant parce que de plus en plus, j'ai des gens qui viennent commenter en disant ah bah moi je suis pêcheur à tel endroit, on fait tel type de pêche. C'est ça. Et là, je leur dis bah envoie-moi un mail, c'était chaud, et puis on s'organise. Et j'ai eu un autre exemple d'ailleurs, un mec qui t'interviewera sûrement un jour. Il est énorme. Le mec, il a 18 ans, il vit sur son bateau parce qu'il est en alternance, et il s'est dit au lieu d'avoir 2 appartes, eh ben il est étudiant à Saint-Nazaire et il fait son alternance à Lorient, et du coup il a pris un bateau et il fait la transhumance tous les mois. Trop bien. C'est quand même marrant quoi. Ah c'est fou. Ah ouais, et bah trop bien. Et du coup bah tu vois, il m'a mis un commentaire en mode bah si tu veux faire une vidéo avec moi sur mon bateau, tu viens un jour où je fais une nave quoi. Du coup c'est ça qui est marrant aussi, tu vois, au-delà des réussites et tout, t'exposer sur internet te fait naturellement rencontrer des gens et vivre des trucs quoi. Bah ouais, ça j'y crois beaucoup et c'est pour ça qu'il faut y aller. Ce que tu disais tout à l'heure, et moi je l'ai compris que récemment malheureusement, mais en effet, je pense que c'est un truc hyper important à rappeler. Tu portes vraiment ce message dans ce que tu dis, sans trop le vouloir, mais c'est si vous voulez vous lancer sur quelque chose, faut le faire. Tu feras de la merde au début, tu feras des choses forcément de pas bonne qualité, en tout cas que tu jugeras de mauvaise qualité. Mais... Non, au début tu trouves ça bien en plus. Ouais, au début tu trouves ça bien. Mais d'ailleurs, je sais plus quel entrepreneur, bref, il y a beaucoup de trucs comme ça qu'on répète en boucle sur les réseaux sociaux, mais il y a quelqu'un qui disait si t'as pas honte du premier produit que t'as sorti, c'est que tu l'as fait trop tard. Ou quelque chose comme ça. Donc tu l'as sorti trop tard sans doute. Ouais, c'est ça. C'était dans l'industrie, dans l'entrepreneuriat, mais je trouve que c'est très vrai et je trouve que tu portes bien ce message. Faut y aller. C'est gratos quoi. Enfin. Ouais, au pire. Ça coûte que du temps quoi. Il y a des gens qui te jugeront et alors, enfin, c'est pas grave. En fait, moi, c'est ça que je trouve qu'il faut porter comme message et je trouve ça assez enrichissant quand on t'écoute parler, c'est que t'as fait plein de choses, on le voit déjà. Et tu vois, moi aujourd'hui, quand je t'interroge, je me dis bah. Ouais, t'as fait Duophone, ça a fait que 2000 vues alors que tu faisais de l'humour, ça pourrait être, tu sais, je pourrais être un mec qui se dit bah dommage, c'est raté quoi, je me fous de ta gueule. Non, en fait,
ça t'a amené à plein d'étapes qui font que... Ouais, mais alors pour le coup, pareil, tu vois, le kite c'est quand même un milieu vachement solidaire et donc avoir commencé par là, Ouais, ça m'a permis de me confronter à des haters sympas. ok. Et je pense que ça c'était bien. Des mecs qui faisaient des remarques constructives. Ouais, constructives. ou parfois pas forcément, mais c'était pas très méchant, tu vois. Ok. Et je pense que, tu vois, on parlait du temps. C'est bien que les choses, finalement, avec du recul, aient pris du temps. Et d'ailleurs, continuent à prendre du temps. C'est que t'apprends, tu te consolides et, enfin, tu stabilises un petit peu tout ça, là, tout ce qui est en train de, voilà. Ok. Du coup, ma prochaine question, je pense que tu y as déjà répondu. J'allais te demander, est-ce que Duotone ça continue ou... Mais en fait, je crois que t'attends de voir si ça va continuer. Non, mais parlons pas de Duotone en particulier. Ouais, des sponsors. Ouais. Parce que t'élargis en tout cas ta ligne éditoriale. Ah oui, ok. Ouais, c'est ça que je veux dire, c'est que tu parles plus que de kite. Tout à fait. Alors, c'est donc la question là, c'est pas Duotone. Non, alors tu parles moins de kite, Ouais, t'élargis plus. exactement. Est-ce que tu vas changer de sponsor ou est-ce que tu vas garder tes Alors anciens déjà, sponsors shout out, comme on dit aux États-Unis, à la clinique de la planche, Ouais. qui continue à me suivre. Donc À là, Caen, on en a ils sont parlé. à Caen, la clinique. Ils sont connus dans toute la France chez les kitesurfers, mais pas. Mais donc là, je leur en ai parlé très franchement, et Ouais. puis en fait, ils sont très contents de ce qu'on a fait avant, et donc voilà, Pourquoi pas continuer. voilà. Cool. Et ensuite, le kite va pas complètement disparaître parce que justement, c'est ce que je disais au début du podcast, les JO Oui. de 2024, ça va devenir un sujet mainstream, Ouais. le kitefoil. Et donc, c'est ça que T'es je vais bien continuer placé à pour le faire. couvrir, ouais. Alors, je sais pas si c'est pas forcément mon objectif d'aller commenter des courses de kite, mais en tout cas, tu vois, j'ai un excellent contact avec tous ces gens-là. Ouais. Aller faire des documentaires sur les préparations aux JO, Ouais. etc. Même si je sais que a priori ça intéressera pas autant de monde que les remorqueurs dans le port du Havre, peu importe. Il y a des trucs à faire pour aborder le kite d'une manière un peu plus grand public. Trop bien. Ça, c'est une super. Enfin, tout est une super idée, mais trop bien. Ok. Moi, ce qui m'intrigue, j'enchaîne un petit peu sur un autre sujet. C'est que tu as l'air hyper à l'aise avec le fait de bosser à la défense et d'avoir une passion pour la mer. Ah non, je suis pas Je me du tout à trompe. l'aise avec ça. Ok, ouais, tu d'accord. te trompes complètement. Je me trompe. Parce que je t'entends en parler dans les interviews parfois, et tu vois, là, le dernier documentaire que tu as fait sur le remorqueur, à un moment, tu lui dis, je te montrerai mon bureau à la défense en rigolant. Et puis je me suis dit, ok, il est à l'aise avec ça. Genre, je bosse à la défense, mais j'ai le week-end et parfois j'ai ma passion pour la mer et je vais voir la mer. Non, en fait. Moi, je suis pas clairement, je suis pas à Paris pour autre longtemps. chose que pour le boulot, quoi. Ah non, mais pour longtemps, j'en sais rien. Ouais. Pour le coup. Ouais. Mais ce qui est certain, c'est que c'est le boulot qui t'a amené ouais, ici. Voilà. Et puis on voit beaucoup de gens partir en province, qui reviennent. Enfin, tu vois, aujourd'hui, je bosse quand même sur des projets ultra intéressants à l'échelle nationale pour un gros constructeur automobile. Ouais. Ça, c'est une compliqué à trouver ailleurs, quoi. Ouais. Donc tout se fait. Mais ce qui est certain, c'est que si demain on pouvait déménager Hyundai à Saint-Malo, surtout qu'on le fasse, quoi. Ok. Ok. Très clair. Si on parle... Mais attends, peut-être un petit point là-dessus quand même, qui est lié. C'est que le fait de passer justement du temps pas dans un endroit où j'ai mes distractions me permet naturellement de faire avancer ces projets annexes. D'accord. Et je pense pas que si j'habitais à Saint-Malo, j'aurais construit tout ça parce que dès que j'ai du temps libre, je serais en train de faire du kite. Ouais. Ouais, ça c'est le risque. Enfin, fais des enfants, tu verras, t'auras moins de temps pour faire du kite. Ok. L'ambition de ta chaîne, on en a parlé. Mais ça m'intéresse quand même de savoir. Bon, YouTube, c'est un réseau social parmi tant d'autres, ça évolue. Tiens, d'abord, est-ce que tu penses que YouTube, il faut que tu restes sur YouTube, ou est-ce que tu penses qu'il faut... J'ai vu que t'avais un compte TikTok. Ouais. Donc sur ça, lequel c'est je sûr. ne danse pas. Tu ne danses Et pas, encore en moins à effet. poil. Mais ça, j'ai l'impression que c'est un peu... c'est un peu, ça y est, c'est un peu fini cette idée générale de TikTok. C'est vraiment imposé comme un moyen de communiquer pour des artistes, pour toute personne qui a besoin de communiquer autour d'un projet. Donc toi, t'es dessus et c'est normal. Moi, ça me semble. J'ai tout à même fait. plus d'abonnés sur TikTok que sur YouTube. Ouais. Du format court, c'est très simple. Ouais, et puis surtout, on est encore, je pense, qu'au début de TikTok, et Ouais. du coup, il y a
relativement peu de créateurs par rapport à YouTube et du coup c'est plus facile. C'est ça que je voulais savoir, c'est que tu penses quoi de l'avenir de YouTube? On le présente un peu comme une plateforme vieillissante. Alors moi, forcément, j'avais 20 ans quand ça a cartonné. On a 30, moi j'ai 32, toi t'as 35. Ça fait 10, 15 ans qu'on connaît YouTube maintenant. Moi, je sais pas, pour moi, il y a tellement de gens pour qui ça a remplacé la télé que... Ouais. que tu vois pas Non. tout le monde glisser sur une autre plateforme. Tu vois pas le truc mourir comme Non. Facebook, c'est ça que je veux dire. Enfin, Facebook meurt pas, hein. Pardon, mon propos est peut-être... Mais Facebook est Non. un réseau social de quadragénaires aujourd'hui. YouTube restera quelque chose intergénérationnel peut-être. Pour moi, c'est pas une question d'âge. C'est une question d'utilisation. Et on en revient à ce que je te disais sur la création de contenu, de pour qui c'est fait. Et pour moi, le gros problème, sur Instagram et sur Facebook, la plupart du contenu que je vois, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est la vie des autres. Alors que sur TikTok, je vais retrouver du divertissement. Donc c'est du contenu qui est fait par un créateur pour son audience, pour la divertir. Il y a aussi des trucs instructifs, mais en général, voilà, ce qui marche en général, c'est soit divertissant, soit éducationnel. Et sur YouTube, bah pareil. Et ensuite, je pense qu'il y aura toujours une place pour des formats longs en vidéo. Et aujourd'hui, bah, si tu peux me citer une autre plateforme où on peut trouver du format long de cette qualité. Non. Le live, ça t'intéresse? Twitch, ouais, t'as déjà testé? non, moi mes lives, je les fais sur YouTube. Ok. Parce que j'ai déjà. D'ailleurs, les lives, c'est super parce que oui, du coup, après, je les ai suivis pendant le confinement, bien sûr. Et ça, je continuerai à en faire. Ok. Mais c'est vraiment un format sympa. Mais là, pour le coup, je le laisse sur YouTube, ouais. D'accord, très clair. Et du coup, t'as quand même une ambition. Alors, on a compris que t'avais une ambition éditoriale. Maintenant, t'as plein de projets, plein d'épisodes que tu veux tourner. Est-ce que t'as une ambition entrepreneuriale, monter une équipe, avoir un monteur, te donner un peu plus de temps pour faire ce que tu sais faire le mieux? Peut-être que c'est interviewer les gens, peut-être que c'est filmer, j'en sais rien. Pour l'instant, non. La première raison, c'est que je me vois pas demander à quelqu'un de bosser gratos et je suis incapable de payer qui que ce soit pour le moment. Et la deuxième, c'est ce que je te disais, c'est que et je pense que c'est lié aussi à ce qu'on disait sur les deux choses avec le boulot. Mais c'est que parfois je suis content quand j'en ai marre de. Enfin, le boulot, il y a aussi des bons moments et t'apprends des trucs d'ailleurs qui te servent. Enfin, les deux se nourrissent en fait. Et le problème, c'est que plus tu vas embaucher de gens et plus chacun va être spécialisé. D'ailleurs, tu vas devoir commencer à manager des gens. Ouais. Pour l'instant, c'est pas du tout la cible en tout cas. C'est pas du tout la cible. Et même si ça peut m'arriver de passer beaucoup trop d'heures sur un montage, à la fin, c'est une grande satisfaction. Ouais, c'est moi qui l'ai fait de A jusqu'à Z, quoi. Ouais, je comprends. Ok, et il y a une manière, enfin, un montage, c'est pas juste coller des infos les unes à la suite des autres, quoi. Non. T'essayes de faire passer une émission, choisir une musique, la caler comme il faut, gérer les niveaux de volume, gérer, parfois t'as des images qui sont surexposées, tu vas essayer d'aller les rattraper un peu, etc. Enfin, et j'aurais du mal à l'outsourcer, d'autant plus quand tu fais un documentaire où il y a vachement de voix off. Comment tu files ça à quelqu'un d'autre, je vois pas trop. D'accord. Ok, ça me paraît très clair. Ça va toujours s'appeler Projet Foilidaire? Ouais. Okay. C'est une très bonne question, mais en fait, pour une raison très simple, c'est qu'aujourd'hui, quand tu tapes sur Google Projet Foilidaire, donc effectivement, on perdra parfois le lien avec le foil. Je me suis aperçu que ça n'empêchait pas de cartonner sur un épisode sur des remorqueurs au port du Havre qui ont rien à voir avec le foil. Donc oui. Ok, bon, tu l'as compris, on arrive à la fin de mes questions et elles sont plutôt fermées, mais en tout cas... ah pardon, il faut pas développer. Non, les réponses peuvent être moins développées, c'est très bien. Tu m'as déjà répondu sur le fait d'avoir une volonté peut-être de quitter Paris, en tout cas voilà, je pense que c'est ta vie perso et il y a plein de raisons différentes qu'on n'est pas obligé de développer ici. Quelqu'un que t'aimerais énormément rencontrer là, est-ce que t'as un objectif, un truc, tu te dis là pour ma chaîne, ce serait vraiment, je serais hyper heureux en sortant de cette interview, ou quelqu'un de très inspirant, quoi. Je sais pas. Donc une personne. Pas forcément un projet. Bah pourquoi pas un projet. Je te laisse. Alors le projet, je peux te le dire, c'est faire un reportage avec le commando Uber.
dans le sud de la France. Ah oui, ok. J'étais Les forces spéciales Ouais, françaises. Ok, d'accord. C'est un milieu qui est extrêmement difficile à... Enfin, tout est top secret chez eux, donc si t'arrives à faire un documentaire chez eux, je pense que t'as gagné YouTube. Il y a jamais eu Il y a pas eu un Ah petit... si, je pense des qu'il trois trucs, ouais. y a des choses, mais c'est vraiment particulièrement difficile et pour quelqu'un... Ah si. Mais d'ailleurs c'est marrant parce qu'on a commencé un peu à discuter, mais rien n'est fait encore. rien de concret. C'est d'aller passer faire un reportage avec Mike Horn sur son bateau quand il le remet à l'eau. Ouais. Ah Ouais. oui, bah j'ai vu que sa fille avait réagi à une de tes vidéos. Et en fait, j'ai juste raconté cette partie de l'histoire, mais ce qui s'est passé, c'est que je lui ai envoyé un mail pour lui montrer ce que je savais faire, Ouais. donc en lui partageant le reportage. Et elle m'a dit que pour le moment ils avaient pas de pas de dispo pour et le bateau est en réparation à Lorient encore visiblement. Ouais. Mais ouais, aller passer une semaine quelque part en bateau avec Mike Horn, ce serait de la folie. Ouais, c'est clair. Pour ceux qui connaissent pas, Mike Horn, c'est bon, je pense que tout le monde connaît aujourd'hui, mais c'est un des plus grands aventuriers que notre siècle ait connu, qui a fait le tour du monde sur l'équateur, le long de l'équateur sans engin à moteur, c'est ça, hein. Le mec s'est lancé sur un mini trimaran à traverser des océans alors qu'il avait fait 3 jours de bateau sur un lac avant. Enfin, c'est un genre de débranché du cerveau, mais qui du coup a renvoyé un message très très fort qui est: si t'as un rêve et une envie de faire quelque chose, tu peux, quoi. Vas-y, quoi. Il a grave sa place sur ce podcast. Ouais. Beaucoup plus que moi. Ouais, c'est chacun a, mais lui, a sa manière de transmettre. Ouais, mais franchement, lui à ma place, il se poserait moins de questions et il dirait allez, je me jette et puis je trouverai bien des moyens, quoi. Ouais. Et il les trouvera. Et... Ça, tu le ressens comme un frein pour toi, ça? Ah oui. Le fait d'avoir un loyer, le fait de une famille, une famille, mariage. même tu vois, tu te dis je peux pas faire n'importe quoi, mais en fait je pense que ça reste quand même sage. Je pense que tant que t'es tout seul, il peut pas t'arriver grand chose en vrai, il faut arrêter. En revanche, il faut pas. Le problème, c'est que si tu te jettes trop tôt et que ensuite tu galères, tu vas te retrouver à faire des trucs que t'as pas envie de faire, je pense. Ouais. Alors moi je suis d'accord avec toi et j'ai exactement ce problème-là. Hein. Moi c'est pour ça que ce podcast ça fait partie de ma quête entre guillemets, c'est que en effet on se pose trop de questions et je trouve horrible, c'est que tout le monde s'en rend compte. Ah, je me pose trop de questions. Si je fonçais, je me planterais, mais je me referais ou je réagirais. Et puis. Ouais, mais si tu sais que tu vas te planter d'avance, pourquoi est-ce que tu... Ouais, mais justement, en fait, arrêtons d'y penser si je vais me planter ou pas. Et en fait, moi, c'est ce que je me dis. C'est, j'ai connu des gens qui ont foiré 3 boîtes et qui à la 4e ou qui ont foiré 3 projets sportifs. Voilà. Ok. Mais regarde, restons ultra basiques. Ouais. T'as bossé pendant 10 ans et tu te dis je vais compter sur mon chômage pour faire exploser ma chaîne YouTube de kite. Ouais. Et donc là tu t'y mets et tu te dis c'est génial, j'ai 2 ans. Ouais. Et en fait au bout de 2 ans tu t'aperçois qu'une chaîne YouTube de kite au max du max ça peut te générer la monétisation ça va être 500 € par an. Ouais. Et puis du prêt de matos ou du don de matos à tout casser, mais vraiment le bout du bout 5000 €. Donc tu m'expliques comment tu vis avec 5500 € par an. Et donc voilà, je pense que c'est mieux d'avancer doucement. Ouais. Et aujourd'hui on peut tester à côté. Je pense qu'il n'y a pas de recette miracle, mais par contre, bien sûr que non. En tout cas, t'es en train de le faire, et moi c'est vraiment ce que j'ai appris en à peine 4 épisodes. Quand je suis allé demander à des gens, ouais, ta passion, comment t'es arrivé dedans, comment c'est devenu ton métier, chaque fois on m'a dit ce que j'avais pas envie d'entendre. J'ai pas tout plaqué du jour au lendemain et puis aller à la one again, je me suis lancé à fond dans mon projet jusqu'à ce que ça paye. En fait non, j'ai préparé en parallèle d'un travail. Et puis quand le jour où j'ai senti que c'était le bon moment, bam, j'ai switché. Ouais. Et donc ça, moi, c'est un truc qui m'a beaucoup appris déjà très vite. Et je pense que c'est exactement ce que t'es en train de refléter, quoi. C'est-à-dire que peut-être qu'un jour, ce sera le moment de switcher vers. Je pense que tu le sens. Je te dis n'importe quoi. Si j'arrivais à vendre 3 docus à la suite sans trop d'efforts, ouais. Là tu te dis si je l'ai fait pour 3, je peux le faire pour 50. Ouais. Ok, on y va. C'est clair. Non mais en tout cas, pour revenir à la question que tu évoquais, de se poser trop de questions. Moi, j'ai pas la réponse. Je préfère que ce soit mes invités qui y répondent, mais j'invite tous les gens qui nous écoutent à aller écouter quelque chose qui m'a vraiment marqué récemment, un podcast de génération Do It Yourself sur le fondateur de Time for the Planet, qui s'appelle Arthur Obeuf. Et ce mec-là, ultra inspirant, t'explique dans la dernière demi-heure du podcast, il dure 3 heures. Hein, il t'explique qu'en fait, si il devait s'adresser à lui d'il y a 10 ans, il dirait c'est pas grave en fait. Arrête de te poser des questions, fais des choses. Si tu te plantes, c'est pas grave. Si les gens se moquent de toi, c'est pas grave. En fait, la vie est trop courte pour que tu
te morfondent parce que t'as un machin ou quoi. Aujourd'hui, ok, si t'as des gosses à nourrir, je comprends, faut faire un peu gaffe, et moi c'est mon cas, mais C'est ça. mais tu vois, va quand il y a un expliquer. truc qui t'anime, essaye de t'investir dedans, même si c'est un petit moment, et tu verras, ça va Ouais, payer. ouais. Mais et pour beaucoup de choses, en général, les trucs qui nous animent, c'est des trucs passion. Il y a quand même moyen de les entretenir au travers, en parallèle, Ouais. et ensuite de faire un switch plus. Donc oui, à 20 ans, tu crains pas grand-chose, c'est vrai, peut-être. Non, mais même, je pense toujours maintenant, c'est juste qu'on se met des barrières. Une société dans laquelle on vise nous met des barrières. Ouais, ouais. Mais je trouve que c'est déjà commencé à les faire tomber que d'essayer des trucs. Ce que t'es en train de faire là, tu vois. Exactement. Moi, je suis C'est d'accord avec ça. un bon début. Et il y a pas besoin de dire allez tous vous faire foutre. Ah non, ouais, je oui. vais aller. Je vais tout plaquer. Voilà. Non, justement, je crois que c'est exactement l'enseignement qu'on en tire, c'est que c'est pas non plus, faut pas non plus être trop radical. T'as déjà eu une question marrante que je m'étais notée, et il m'est arrivé une galère ce soir dans ce podcast. T'as déjà eu une journée de tournage d'enfer, l'horreur, enfin en tout cas, est-ce qu'il t'est déjà arrivé une crasse sur une journée de tournage, un truc qui s'est mal passé? Non, t'es plutôt prévoyant. Non. C'est pas une question d'être prévoyant. L'enfer, quoi, un micro ou une caméra qui s'éteint, qui tombe en panne, un micro qui a un câble un câble qui... Bon, déjà, il y a aucune prestation qui avait été vendue, donc tu vois, quand tu le fais pour toi, au pire, tu te plantes pour toi, c'est pas très grave. Ouais, mais les boules quand même. Si t'as si t'as un loupé super le, sujet, ouais, je vois ce que tu veux dire. Tu vois. Non, Non, ça t'est pas arrivé encore. Bon. Non, mais en revanche, tu vois, pour faire un parallèle avec ce que tu fais, avec le temps, j'ai commencé à m'équiper. Ouais. Et aujourd'hui, quand je pars, j'ai une caméra, une GoPro, mon téléphone. Le téléphone, ça fait une très bonne caméra sur YouTube. Ouais. Il y a des tas de plans du reportage de remorqueurs qui ont été filmés au téléphone. Personne fait la différence. Ouais. Un drone. Et un drone. Mais du coup, il y a quand même pas mal de redondance, tu vois. Et je parlais avec le micro de podcast. Donc j'ai deux outils pour prendre du son et 4 pour prendre de l'image. Donc s'il y en a un qui tombe en rade, il y a quand même un peu de T'as backup. de quoi te rattraper. Ok. Bon, tu l'as déjà fait, c'était ma dernière question, mais je voulais savoir si t'avais un conseil à quelqu'un qui veut se lancer sur YouTube aujourd'hui ou sur les réseaux, qui veut parler de sa passion. Est-ce que toi aujourd'hui, avec tes 3 années, c'est ça, hein, 3 ans? Ouais, 3 ans. Est-ce que aujourd'hui tu dirais, on vient d'en parler en vrai, mais t'as envie d'ajouter quelque chose par rapport à ça? Non, il faut pas s'attendre à... Enfin, peut-être qu'il va y avoir un coup de bol et... Enfin, de toute façon, c'est bénéfique, je trouve. Et surtout, en fait, c'est ce que tu dis depuis le début. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont... C'est quoi? C'est Joe Rogan qui dit la plupart des gens vivent dans un désespoir muet. Mm-hmm. Et en fait, il y a plein de manières aujourd'hui d'enrichir sa vie. Ouais. Alors après, peut-être que nous, on a de la chance, on aime produire du contenu sur Internet. Mais j'en sais rien si c'est faire des meubles, peindre des tableaux ou je sais pas quoi. Même dessiner, je me suis toujours dit, je suis nul en dessin. En fait, c'est juste, j'ai jamais dessiné. Donc, ouais, franchement, faut y aller. Et surtout, si on a une envie, faut y aller. Ouais, et puis maintenant, quand je revois les 3 dernières années, c'est des rencontres de ouf. Enfin, bref. Ouais, c'est ça. Si ça s'arrêtait maintenant, ça a déjà été trop bien, quoi. Moi, ce que je retiens, c'est si t'as une envie, faut y aller, mais ça veut pas dire plaque tout. Ça veut dire vas-y à ton rythme. Et de toute façon, t'en tireras quelque chose. Ouais, et puis tu vois, un podcast, c'est une super... Enfin, moi, je trouve ça trop bien, ton initiative. Déjà parce que quand tu m'avais appelé, je m'étais dit, bon, encore un mec qui dit qu'il va créer sa chaîne YouTube et puis il va rien se passer. Ce qui était le cas, hein. Oui, sur tu vois, YouTube. Il m'a fallu mais un an de maturité. Oui, c'est pas grave. Mais ouais, je m'en fous. Et là, t'as un super prétexte pour aller rencontrer des pointures de tous horizons. C'est génial, quoi. Ouais. Trop bien. C'est trop bien. Ok. Écoute, Alexis, merci infiniment. Je crois qu'on a fait presque 2 heures. C'est mon plus long épisode, donc tu vois. Bah moi, c'était mon premier podcast. Donc je te remercie de m'avoir proposé. La presse, je commence à être, je vais pas dire habitué, mais ça arrive, quoi. Ouais. Et premier podcast, donc c'était un grand t'es plaisir. À l'aise. J'avais noté une question, tu vois. Je me demandais, t'as l'air très sûr de toi dans la vie. Moi, j'ai eu l'occasion de te parler au téléphone, alors que sur YouTube, t'as plus une image de quelqu'un. Je sais pas comment dire ça sans être maladroit, mais
de réservé. Ah bon t'as pas un ton hyper ouais, je crie partout, je fais du machin. Mais c'est parce que ça fait chier les gens. Ouais, ça fait chier tes gens peut-être, mais il y en a. Ouais, non, mais c'est vrai, il doit y avoir quelque des... chose derrière, mais je me souviens très bien avoir commenté sous une vidéo de Bruno Maltor, un blogueur voyage. Ouais. Arrête de crier comme ça, là, il débarque dans ses vidéos, il te hurle dans les oreilles. Ouais. Non. Bon, de l'humour, oui, des cris, non. Ouais, j'ai ressenti ça. Merci en tout cas, merci de t'être avec grand plaisir. Jeu. Et puis à très vite sur YouTube du coup. Exactement. Projet Folidaire. La médiocrité commence là où les passions meurent. Et voilà, l'épisode est fini. Pour ceux qui ont tenu jusque-là et qui sont pas morts, vous pouvez vous abonner et partager l'épisode. À la prochaine.